tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Les combats ont cessé depuis hier soir en Syrie, négociés par Washington et Moscou. La trêve est jusqu'ici globalement respectée. Le régime syrien promet un retour au calme pendant une semaine sur tout le territoire. La Syrie a-t-elle abattu 2 appareils israéliens comme le prétend Damas, un avion militaire et un drone? L'État hébreu dément les déclarations de l'armée syrienne. Le président philippin exige le départ des forces spéciales américaines. Rodrigo Duterte assure que les soldats stationnés sur l'archipel créent l'instabilité dans le sud du pays. On commence ce journal avec ces nouvelles critiques lancées par Gebran Bassil à l'adresse de son gouvernement et de la communauté internationale. Le chef de la diplomatie libanaise leur reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir ce qu'il appelle le danger de la crise des réfugiés. Le chef du CPL urge ainsi les pays étrangers à traduire en actes leurs promesses de soutien au Liban. Bassil souhaite également un contrôle renforcé aux frontières et davantage d'aide humanitaire. La Syrie a affirmé ce mardi qu'elle refuserait l'entrée d'une aide de la Turquie au quartier rebelle d'Alep si elle n'était pas coordonnée avec son gouvernement et l'ONU. Cette annonce intervient quelques heures après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu négocié par les États-Unis et la Russie. Ceci est peut-être la dernière chance pour sauver la Syrie. C'est avec ces mots que le secrétaire d'État américain John Kerry a qualifié la dernière trêve négociée par la Russie et les États-Unis. Si elle tient, cette cessation des hostilités débouchera sur une collaboration inédite entre les deux États contre les djihadistes. Entré en vigueur hier soir, le cessez-le-feu concerne toute la Syrie, un accord qui laisse les Syriens sceptiques. Si Dieu le veut, l'accord sera mis en œuvre dans toute la Syrie. Nous voulons une paix durable. Nous ne voulons pas que cette trêve dure quelques jours et que la guerre redémarre le lendemain. Il faut que cet accord soit permanent. Même constat à Alep hier, où les habitants profitaient du calme pour fêter l'Aïd al-Adha. Nous sommes avec la trêve, bien sûr. Mais ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux pour nous. À chaque fois qu'une trêve est annoncée, les combats reprennent quelques jours après et tuent nos proches. Nos parents sont morts, nos oncles et nos familles. Nous n'avons plus personne. Nous sommes attaqués par les rebelles qui n'ont laissé ni magasin, ni maison. Nous sommes à la rue. L'armée syrienne a accepté un cessez-le-feu de 7 jours. Pour l'heure, ni l'opposition ni les différents groupes rebelles n'ont approuvé cette cessation des hostilités. Cette trêve est la deuxième tentative de Washington et Moscou pour mettre un terme à ce conflit au lourd bilan de 300 000 morts. La dernière remonte à février. Elle avait volé en éclats 2 mois plus tard à Alep où 300 personnes avaient été tuées. La Syrie a-t-elle abattu 2 appareils israéliens? Israël dément les déclarations de Damas. L'armée syrienne a annoncé avoir abattu un avion militaire et un drone israélien dans le sud-ouest du pays. Damas assure avoir voulu riposter à une agression de l'État hébreu à Quneitra, non loin de la ligne de démarcation. Et de son côté, Tsahal assure que ses chasseurs ont riposté à des tirs revenant de Syrie. Plusieurs positions de l'armée syrienne ont ainsi été visées sur le plateau du Golan. Et puis les États-Unis ont confirmé hier soir avoir bien tué le numéro 2 du groupe État islamique, une opération qui avait également revendiqué la Russie. Selon le Pentagone, Abu Mohammed al-Adnani est donc mort dans un bombardement américain le 30 août dernier, près d'Al-Bab, dans le nord-ouest du pays. Il était le chef de la propagande de l'IS, mais aussi le recruteur et l'architecte des opérations extérieures du groupe djihadiste. La police les soupçonne d'être liés aux attentats de Paris en 2013. 3 Syriens ont été arrêtés en Allemagne ce mardi. Restez des nôtres. On se retrouve après une courte pause. Trois porteurs de papiers syriens ont été arrêtés dans des foyers de demandeurs d'asile en Allemagne. Ils sont soupçonnés d'appartenir au groupe État islamique. Ces individus sont arrivés sur le territoire allemand par la même filière que les auteurs des attentats du 13 novembre à Paris. Le ministre allemand de l'Intérieur a indiqué que rien n'indique qu'il planifie un attentat prochainement. Selon Thomas de Maizière, il pourrait donc s'agir d'une cellule dormante. Mais on soupçonne que ces 3 personnes ont été envoyées en Allemagne par le groupe État islamique en novembre 2015.
nach Deutschland gekommen sind. Ce groupe terroriste leur a peut-être demandé d'attendre des instructions, ce qui pourrait constituer une cellule dormante en Allemagne. Bereithalten. Es könnte sich insoweit also eine Schläferzelle gehandelt haben. De lutte contre le terrorisme, les 3 femmes interpellées jeudi dernier dans l'Essonne ont été mises en examen hier soir et écrouées. Les policiers s'étaient lancés à leur recherche après la découverte quelques jours plus tôt d'une voiture chargée de bonbonnes de gaz à Paris. Kim Von Dien. Elles étaient 3 à comparaître ce lundi. Elles sont désormais mises en examen et écrouées. Inès M, Sarah H et Amel S, toutes soupçonnées d'avoir voulu commettre un attentat en France. Les 3 femmes avaient été interpellées jeudi dernier dans l'Essonne. Des arrestations en lien avec la découverte d'une voiture chargée de bonbonnes de gaz quelques jours plus tôt, abandonnée en plein cœur de Paris. Dans le sac à main d'Inès, la plus jeune d'entre elles, une lettre d'allégeance au groupe État islamique. Pour les enquêteurs, de quoi dissiper les doutes sur leur motivation. Une 4e femme, Ornée Lager, avait, elle, déjà été mise en examen et écrouée samedi. Ses empreintes avaient été retrouvées dans le véhicule piégé. Selon les autorités, une autre tentative d'attentat a été déjouée. Cette fois, c'est un adolescent de 15 ans. Connu des services de police, il préparait une attaque imminente à l'arme blanche. Sa cible, la Coulée Verte, une promenade très fréquentée du 12e arrondissement de Paris. Écroué lui aussi, il a été arrêté samedi au domicile de sa mère, où il était assigné à résidence depuis avril pour radicalisation. Point commun de ces 2 affaires, l'implication d'un homme, un djihadiste français, qui se trouverait en Syrie ou en Irak et qui téléguiderait ses émules à distance via Telegram, le réseau de messagerie favori des terroristes. Des centaines de soldats des forces spéciales américaines sont stationnés aux Philippines. Le président Duterte a exigé leur départ. Selon lui, leur présence entraînerait l'instabilité dans le sud du pays. Le président philippin a l'habitude des coups d'éclat. Devant un parterre de fonctionnaires, pas d'insultes cette fois-ci, mais le partenaire américain est directement visé. Les forces spéciales américaines doivent quitter Mindanao. Il y a tellement de blancs là-bas. Ils doivent partir. Les forces en question se trouvent au sud de l'archipel, sur l'île de Mindanao, à majorité musulmane. Depuis les années 70, une guerre civile fait rage entre indépendantistes musulmans et soldats philippins. Ces derniers sont conseillés par des militaires américains. Ils seraient environ 200. Pour Rodrigo Duterte, leur simple présence nuirait aux tentatives d'accord de paix en cours de négociation. Les musulmans deviendront encore plus agités. S'ils voient un Américain, ils vont le tuer. Le Pentagone dit avoir pris note de l'information, sans toutefois remettre en cause sa présence dans cette ancienne colonie américaine. Alors faut-il y voir une simple provocation? Dans le même discours, devant la même audience, Rodrigo Duterte nuance son propos. Finalement, il ne veut pas de conflit avec Washington. Il y a une semaine, il insultait directement Barack Obama. Celui-ci avait critiqué ses méthodes musclées pour enrayer le trafic de drogue. En 2 mois de présidence, 3000 personnes liées de près ou de loin à ce trafic ont été tuées. Aux États-Unis, Hillary Clinton et Donald Trump promettent d'être plus transparents sur leur santé. Après son malaise ce week-end, la candidate démocrate a dû annuler ses déplacements en Californie prévus hier et aujourd'hui. Kim Von Dien. Après un week-end noir, le camp Clinton vient à la rescousse de sa candidate. Je sais que vous vous souciez d'elle, et moi aussi. Mais je vais vous dire, je suis en campagne depuis le 22 juillet. Hillary l'est depuis 18 mois. Je suis épaté par son énergie. J'ai du mal à la suivre. Nous savons qu'elle sera fantastique. Dans une interview accordée à CNN, Hillary Clinton a confié avoir ignoré les recommandations de son médecin qui l'invitait à prendre plusieurs jours de repos. Elle s'est aussi défendue de ne pas avoir parlé de sa pneumonie plus tôt, pensant que ça n'était pas grand-chose. Elle affirme avoir eu un simple vertige. La candidate veut reprendre le chemin de la campagne dans les prochains jours. De son côté, Donald Trump ne lui a pas laissé beaucoup de répit. S'il s'est au départ bien gardé de polémiquer sur le malaise de sa rivale, le candidat a très vite rebondi sur la bourde vendredi de l'ex-secrétaire d'État. Elle a dit que des dizaines de millions d'Américains patriotes étaient déplorables. Comment voulez-vous être présidente de ces personnes? Je serai votre champion à la Maison-Blanche, je vous le promets.
Même si Hillary Clinton reste en tête des sondages, l'écart se resserre de plus en plus. La candidate démocrate n'a plus que quelques semaines pour prouver aux Américains qu'elle est toujours d'attaque pour battre Donald Trump en novembre. Au Brésil, le fer de lance de la chute de Dilma Rousseff vient d'être à son tour destitué. Eduardo Cunha était à l'origine de la procédure de destitution de l'ex-chef de l'État. Les parlementaires brésiliens reprochent au président du Congrès des députés d'avoir nié l'existence de comptes bancaires en son nom à l'étranger. Raphaël Vivant nous en dit plus. Celui qui a fait chuter Dilma Rousseff est finalement tombé lui aussi. Lâché par tous ses alliés, Eduardo Cunha vient de perdre son mandat de député à 450 voix contre seulement 10 en sa faveur. Avec ce vote, il perd son immunité parlementaire et est exclu de la vie politique pendant 8 ans. Le député destitué est accusé de corruption dans le cadre du scandale Petrobras. Il aurait reçu près de 15 millions de réals en pot de vin et les aurait placés sur un compte en Suisse. Déjà mis en examen pour blanchiment et corruption passive, il pourra désormais être condamné. Il a menti et omis des informations importantes à la Chambre des députés. Et il a aussi menti sur les avantages qu'il a reçus. En prenant en compte tous ces faits incontestables, la perte du mandat se révèle pleinement adaptée, nécessaire et proportionnelle. Eduardo Cunha a toujours nié ces accusations. Pour lui, sa destitution est purement politique. Je paye le fait d'avoir permis le processus de destitution de Dilma Rousseff. C'est de notoriété publique et personne ne pourra l'enlever. C'est le prix que je paye pour que le Brésil se libère du Parti des travailleurs. Et c'est ça la vérité. Évangélique et ultra-conservateur, Cunha représentait l'aile dure du PMDB, le parti de centre-droit de l'actuel président Michel Temer. Furieux, Cunha a menacé d'entraîner d'autres hommes politiques dans sa chute. Selon plusieurs ONG, 60% des parlementaires ont déjà eu affaire à la justice. 50 députés sont notamment suspectés d'avoir accepté des pots de vin de la part de Petrobras. On termine ce journal par un coup d'œil sur la programmation du Festival de Toronto. Il a ouvert ses portes jeudi dernier. 300 longs métrages en provenance du monde entier y sont projetés. Parmi eux, en avant-première, la bande-annonce de Snowden, le dernier film d'Oliver Stone. Regardez. Why do you want to join the CIA? I'd like to help my country make a difference in the world. The average test time is 5 hours. I'm done, sir. It's been 40 minutes. What should I do now? Whatever you want. The deputy director of the NSA offered me a new position. Can you tell me anything about it? You know I can't. It's an important story. C'est une histoire importante, très importante pour le monde entier. Monsieur Snowden a porté à notre attention des faits, des choses qui se passent à la NSA, qui sont globales et qui touchent tout le monde. Ce ne sont pas juste les écoutes, c'est aussi la cyberguerre et les attaques de drones. There's something going on inside the government that's really wrong, and I can't ignore it. This is everything I have. They're gonna figure out what I've done. Did you access an unauthorized program? You're looking at a possible death sentence. The government knows that we have these documents now. We are running out of time. They're gonna come for me. They're gonna come for all of you too. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Les combats ont cessé depuis hier soir en Syrie, négociés par Washington et Moscou. La trêve est jusqu'ici globalement respectée. Le régime syrien promet un retour au calme pendant une semaine sur tout le territoire. La Syrie a-t-elle abattu 2 appareils israéliens comme le prétend Damas, un avion militaire et un drone? L'État hébreu dément les déclarations de l'armée syrienne. Le président philippin exige le départ des forces spéciales américaines. Rodrigo Duterte assure que les soldats stationnés sur l'archipel créent l'instabilité dans le sud du pays. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Très bonne soirée à tous et à toutes.